Bonjour à toutes et tous, contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, avec mon collègue Hervé Letreut, qui va faire une conférence après ce cours, on va vous parler du climat. Et personnellement, moi je vais aborder cette question sous l'angle d'une des conséquences les plus importantes du changement climatique, du réchauffement climatique actuel, c'est la hausse du niveau des mers. Alors avant de commencer, je voudrais dire que j'ai compris qu'il manquait encore des versions papier, des diapositives. Donc je vais demander au Collège de France la prochaine fois de refaire tirer peut-être une trentaine d'exemplaires, peut-être plus, je ne sais pas, une trentaine d'exemplaires de chacun des cours. Et peut-être je crois qu'actuellement, pour le précédent cours et celui-ci, il y a eu 150 tirages et peut-être c'est pas assez. Donc je ne sais pas quelle est la capacité de la salle, mais je vais demander de manière à ce que au moins chacun... Pardon ? 170, d'accord. Ok. Bon, donc c'est promis, la prochaine fois, on va essayer de régler cette question. Donc voilà, je vais commencer. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai parlé de l'océan et des systèmes d'observation de l'océan. Et parmi les paramètres de l'océan que l'on observe à partir des satellites, eh bien, il y a la hausse du niveau des mers. Alors donc là, c'est juste pour, très brièvement, pour ceux qui n'étaient éventuellement pas là la dernière fois, rappeler que la mer monte, on l'observe depuis le début du XXe siècle grâce à des instruments in situ qu'on appelle des marégraphes qui ont été implantés dans les ports pour étudier les marées océaniques. Et depuis 20 ans maintenant, c'est la courbe bleue, on observe cette hausse du niveau des mers à l'aide des satellites altimétriques. Donc là, on a la courbe d'évolution du niveau de la mer depuis un peu plus de 100 ans. Ça, c'est la courbe basée donc sur l'observation par satellite, à l'aide des satellites altimétriques. Et bon, je l'avais montré aussi la dernière fois. On a donc, depuis 1993, on a 20 ans de données maintenant, on a cette hausse quasiment linéaire, mis à part des petits épisodes un peu plus positifs, enfin des anomalies positives ou négatives, dont d'ailleurs je vais parler tout à l'heure, puisque ça fait partie de la variabilité interannuelle. Mais en termes de tendance, on voit que au cours des derniers 20 ans, la mer a monté de 3,2 mm par an en moyenne. Ça fait sur l'ensemble du domaine océanique une hausse de 6,5 cm. Et donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est quelles sont les causes de la hausse du niveau des mers. Alors en fait, sur les échelles de temps qu'on regarde, c'est-à-dire quelques années à quelques décennies, il y a deux grandes causes. La première cause, c'est la dilatation thermique de l'océan. On va voir, l'océan se réchauffe, on l'avait déjà vu d'ailleurs, on l'a évoqué la dernière fois, l'océan se réchauffe, donc l'eau se dilate et la mer monte. Ça, c'est une cause. Et l'autre cause, eh bien, c'est simplement les apports d'eau douce à l'océan qui viennent soit de la fonte des glaciers de montagne, des calottes polaires, c'est-à-dire l'Antarctique et le Groenland, et éventuellement des échanges d'eau avec les bassins hydrographiques sur les continents. On va voir aussi que ça peut avoir un petit impact. Alors ces deux causes, principalement, c'est-à-dire le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces, eh bien, c'est le résultat du réchauffement climatique, dont Hervé Letreut va vous parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais juste là pour très brièvement vous rappeler des choses que vous connaissez. La Terre se réchauffe, on en a un certain nombre d'évidences par l'évolution de la température moyenne de surface. Alors là, c'est combiné la surface de l'air sur les surfaces continentales et la température de surface des océans. Et si on regarde en termes de contenu thermique de l'océan, eh bien, cette courbe que j'avais aussi montrée la dernière fois montre l'évolution du contenu thermique de l'océan, où on voit qu'il y a une hausse très significative depuis le début des années 70. Et si vous vous souvenez, enfin ceux qui étaient là la dernière fois, mon collègue Pierre Bahurel nous a expliqué que nous a donné une image de ce que ça représente en termes d'énergie, d'augmentation d'énergie. Il avait expliqué que 4 10 puissance 22 joules, ça représente l'énergie totale des ressources combustibles fossiles actuelles. C'est-à-dire si on brûlait tout le pétrole, tout le charbon et tout le gaz
qu'il y a aujourd'hui encore sous la Terre, on va dire, eh bien, l'équivalent énergétique serait de 4 puissance 10 puissance 22 joules. Donc on voit que, enfin, je trouve que c'est une belle image parce que ça montre que l'océan a stocké beaucoup de chaleur au cours des dernières décennies. Alors, une autre conséquence de ce réchauffement climatique, ce sont les glaces qui fondent, et on va voir des exemples. Et la conséquence de ces deux choses précédentes, c'est-à-dire le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces, eh bien, fait que la mer monte. Alors maintenant, on va essayer de quantifier chacune de ces deux contributions. D'abord, la fonte des glaces. Alors, la fonte des glaces, ça comprend plusieurs composantes. Il y a bien sûr la banquise, on en a beaucoup parlé durant l'automne dernier, puisque en septembre 2012, la surface de la banquise n'a jamais été aussi rétrécie, petite, au cours des 30 dernières années. Ici, on a le contour, pareil, à la fin d'été, en 1979, et on voit la même chose en septembre 2012. Et je n'ai pas de courbe là, mais au cours des 30 dernières années, la surface de la banquise en été n'a fait que décroître. Alors ça a d'autres impacts sur le climat, mais sur le niveau de la mer, ça n'a pas d'impact, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la même chose que le glaçon dans le verre, c'est-à-dire quand la banquise fond, ça ne fait pas monter le niveau de la mer, puisque c'est de la glace qui flotte déjà sur l'océan. Mais il n'en est pas de même pour la glace qui est contenue dans les glaciers de montagne et sur les calottes polaires, puisque c'est de la glace qui est sur les continents. Quand les glaciers de montagne et les calottes polaires perdent de la glace, eh bien, la glace fondue va alimenter la mer via le réseau hydrographique, et donc ça va faire monter le niveau de la mer. Alors, on commence par les glaciers. Vous savez tous que les glaciers reculent depuis plusieurs décennies. Là, juste pour illustrer, c'est un glacier dans les Alpes suisses. Voilà l'image, une photographie qui a été prise en 1900, et sous le même angle, une photographie prise en 2008, on ne voit même plus l'avant du glacier, tout a fondu. Et c'est un phénomène qui est pratiquement général à l'échelle de la planète. Sur cette figure ici, sont représentées la variation au cours du temps de longueur d'un certain nombre de grands glaciers du monde. Alors, l'échelle ici, un carreau, ça représente 1 km, et l'échelle ici, ça commence en 1900, mais si on regarde juste le dernier siècle, 1900-2000, on voit que pratiquement tous les glaciers du monde, bon, là, on a un certain nombre de régions, Spitzberg, la Norvège, le Canada, les Alpes, la Nouvelle-Zélande, le Chili, etc., on voit ce phénomène qui est généralisé. Les glaciers de montagne ont reculé. Alors, pour ce qui est du niveau de la mer, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement la longueur du glacier, mais c'est de connaître le bilan de masse, c'est-à-dire la variation de masse de glace qui a été perdue par les glaciers et qui est venue faire monter le niveau de la mer, alimenter la mer. Alors, classiquement, le bilan de masse des glaciers de montagne est estimé par les glaciologues à partir de campagnes de terrain, en mesurant, à la même époque, à une même saison, à quelques années d'intervalle, l'épaisseur du glacier et la longueur du glacier. Et ça permet d'estimer la variation de masse. Mais depuis quelques années, on utilise aussi l'observation spatiale. Et là, c'est un exemple pour le glacier Columbia en Alaska. Là, ce qui a été fait, c'est de déterminer par des images satellites la topographie du glacier à deux époques, en 1980, alors là c'était aussi à partir des satellites, et en 2007, et en comparant cette topographie, eh bien, on a pu estimer la variation de masse du glacier. Alors ce qu'on peut voir sur cette figure, c'est que pour ce glacier, eh bien, il a perdu 300 mètres d'épaisseur, il s'est aminci de 300 mètres en 27 ans, et il a reculé de 15 km. Alors un autre exemple, ça c'est dans le massif du Mont Blanc. Ici, on a une vue satellitaire du massif du Mont Blanc. Et les courbes qui sont représentées ici, ce sont des variations de l'épaisseur du glacier. Donc, si on a l'épaisseur en mètres, en fonction, alors ça, c'est pas le temps, c'est l'altitude. Ici, la partie élevée du glacier, donc là, par exemple, si je prends la mer de glace ici, ici, c'est la partie haute du glacier, là, c'est la partie basse. Et en comparant de même, comme pour l'image précédente, des images
prise en 2003 par le satellite Spot-5 et en 1979 à partir d'images aéroportées, des images aéroportées, eh bien, on a pu constater que la mer de glace, par exemple, s'est amincie d'à peu près, dans sa partie basse, d'à peu près 60 mètres. Et c'est vrai pour tous les glaciers de ce massif. Et c'est donc, je l'ai dit avant, un phénomène quasiment planétaire. Alors, les glaciologues, régulièrement, nous fournissent des estimations des bilans de masse censés être représentatifs de l'ensemble des glaciers du monde. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a seulement à peu près 300 glaciers qui sont surveillés, monitorés de manière régulière. Ils sont considérés par les glaciologues comme étant représentatifs de l'ensemble des glaciers du monde, mais ça reste quand même un peu controversé parce qu'on sait qu'il y a des dizaines de milliers de glaciers et il y en a seulement 300 qui sont surveillés. Néanmoins, on pense qu'ils sont représentatifs de l'essentiel de la masse de glace qui est disponible dans les glaciers. Et ce qui est représenté sur cette figure, c'est, donc ici on a le temps, on a le bilan de masse, la perte annuelle de masse exprimée en milliards de tonnes par an, en gigatonnes, mais un gigatonne c'est 1 milliard de tonnes, pour différentes dates. Donc ce sont différentes estimations par différents groupes à des dates différentes. Alors ce qu'on voit, c'est qu'entre 1995 et 2008, eh bien, en moyenne, la perte de masse totale de glace de ces glaciers, des glaciers du monde, a oscillé entre à peu près 300 milliards de tonnes et 400 milliards de tonnes. Et sachant que 300 milliards de tonnes par an, oui c'est par an hein, bien sûr, ça représente une hausse du niveau de la mer de 1 mm par an. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'en moyenne, sur les derniers 15 ans, les glaciers, la perte de masse de glace des glaciers a contribué pour à peu près un tiers de la hausse du niveau des mers, puisque vous vous souvenez, la hausse mesurée par les satellites altimétriques sur les derniers 20 ans est de un petit peu plus de 3 mm par an. Donc on a une contribution d'à peu près 30% due aux glaciers de montagne. Alors maintenant, est-ce qu'on est capable d'estimer les bilans de masse, la contribution de l'Antarctique et du Groenland? Alors ça, c'est très important parce qu'on sait que potentiellement, ce sont des sources importantes de hausse du niveau des mers. Là, j'ai rappelé des chiffres. Si le Groenland fondait complètement, eh bien, la mer monterait de 7 mètres. Et si l'Antarctique de l'Ouest, qui est la partie instable du continent antarctique, fondait, eh bien, ça ferait monter le niveau de la mer entre 3 et 5 mètres. Donc, la somme des deux, ça fait 12 mètres. Bon, ça fait beaucoup. Donc, même une contribution modeste de ces objets, de ces régions, peut être importante pour le niveau de la mer. Alors, jusqu'au début des années 90, on ne savait quasiment rien sur le bilan de masse des calottes polaires. Pour des raisons évidentes, ce sont des régions reculées et on a besoin de savoir, pour estimer leur contribution au niveau de la mer, on a besoin d'avoir des mesures qui ont une couverture sur l'ensemble de ces régions. Et ce qui n'était pas le cas jusqu'au début des années 90. Alors, à partir du début des années 90, les climatologues, les glaciologues, on peut utiliser les observations spatiales pour estimer ces variations de masse des glaciers. Alors, il y a essentiellement 3 techniques que je vais brièvement décrire maintenant, l'altimétrie, l'interférométrie radar et la gravimétrie spatiale. Alors, l'altimétrie, en fait, c'est exactement la même altimétrie que celle qu'on utilise pour mesurer le niveau de la mer. Il y a donc l'altimétrie radar qui permet de mesurer la variation d'altitude de la calotte et en connaissant la densité de la glace qui varie avec la profondeur, mais donc on a des modèles pour ça, eh bien on peut en déduire la variation de masse de la calotte. Alors, il y a aussi, les Américains ont lancé un satellite qui s'appelle ICESat au début des années 2000, qui est muni non pas d'un radar altimètre, mais d'un laser altimètre. L'avantage du laser, c'est d'avoir une tache au sol beaucoup plus fine et donc de pouvoir, disons, cartographier de façon avec une plus haute résolution ce qui se passe au-dessus de la calotte polaire. Donc, les mesures du satellite ICESat, donc un altimètre laser,
ont confirmé les mesures de l'altimétrie radar et ont montré une variation, une diminution de la masse des calottes polaires. Donc ça, c'est une technique. Une deuxième technique, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en parlerai un petit peu plus, j'en parlerai la prochaine fois de cette technique, c'est l'interférométrie radar. Alors le principe là, c'est on a un satellite radar qui va prendre des images radar au-dessus d'un... Bon, alors là, ce n'est pas un glacier, mais enfin, on va dire, imaginez que c'est un glacier. Et puis, il va repasser quelques semaines plus tard, exactement au même endroit, et en comparant les images radar de la même zone, eh bien, on peut en déduire la vitesse d'écoulement, la vitesse horizontale d'écoulement des glaciers, et en particulier des glaciers côtiers. Et on va voir que, là, juste dans un instant, que c'est par ce mécanisme-là, l'écoulement des glaciers côtiers vers la mer, que les calottes polaires perdent l'essentiel de leur masse. Donc ça, c'est une deuxième technique. Et en fait, là, on en déduit le bilan de masse en modélisant en parallèle le bilan de masse en surface et en combinant les deux, c'est-à-dire ce qui est perdu comme glace par l'écoulement des glaciers côtiers vers la mer et la variation de masse en surface, eh bien, on a le bilan total de la masse. Et la troisième technique, c'est la gravimétrie spatiale. Alors là, je vais juste décrire un petit peu plus en détail la technique, parce que c'est la technique qui permet d'avoir directement accès à la variation de masse des calottes polaires. Alors, la gravimétrie spatiale, c'est une mission pour l'instant qui s'appelle GRACE. GRACE, ça veut dire Gravity Recovery and Climate Experiment. C'est une mission qui a été développée par les Américains et les Allemands, lancée en 2002, et qui mesure des variations spatio-temporelles du champ de gravité de la Terre, et à partir desquelles on peut en déduire les redistributions de masse à la surface de la Terre. Alors, comment ça marche? On a deux satellites qui volent sur la même orbite, l'un suivant l'autre. Ils sont espacés d'à peu près 200 km, 200 à 250 km, et ils mesurent par un système radioélectrique en permanence leur distance mutuelle avec une précision très haute de l'ordre de 10 microns. Alors, comment est-ce qu'on déduit les variations, les redistributions de masse à la surface? De manière un peu schématique, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, j'ai dit les deux satellites sont sur la même orbite, ils se suivent. Imaginez que ça, ce soit le satellite avant et que les satellites se déplacent dans ce sens-là. Lorsque le premier satellite va survoler une anomalie de masse, par exemple le Groenland, ici c'est l'Antarctique plutôt, excusez-moi, l'Antarctique, eh bien, il va accélérer. Et donc la distance va augmenter parce que le deuxième satellite qui est loin derrière, 200 km derrière, n'est pas sensible à l'anomalie de masse, donc lui il va continuer à voler à la même vitesse qu'avant. Donc si celui-ci accélère, la distance va augmenter. Maintenant, lorsque le deuxième satellite va survoler la même anomalie de masse, il va à son tour accélérer. Et comme le satellite avant, il est loin devant, il est plus sensible à cette anomalie de masse, lui, il va continuer à voler à vitesse constante, mais lui, ayant accéléré, la distance va diminuer. Et en cartographiant ainsi, en mesurant les variations de distance entre les deux satellites lorsqu'ils couvrent l'ensemble de la planète, eh bien, on peut cartographier les anomalies de masse. Alors, sachant qu'une couverture complète de la Terre est réalisée en à peu près un mois, le mois suivant, les deux satellites vont réaliser une cartographie et ainsi de suite. On peut donc en déduire les variations de masse à la surface de la Terre et en particulier des calottes polaires. Alors, donc la résolution temporelle, c'est un mois. La résolution spatiale, c'est le défaut de cette mission, c'est pas très fin, c'est 300 km, mais c'est déjà extraordinaire parce que ça a permis des résultats, notamment sur les calottes polaires, que je vais vous montrer maintenant. Alors, là, on a une courbe qui représente donc la perte de masse du Groenland, mesurée par la mission GRACE depuis 2002. La mission a été lancée en 2002, comme j'ai dit. Là, c'est jusqu'en 2009. On voit très bien que le Groenland a perdu de la glace, de la masse. Et en moyenne, sur cette période, eh bien, il a perdu 230 milliards de tonnes de glace par an. Là, c'est une animation qui illustre où cette glace a été perdue. Donc, c'est toujours basé sur les données GRACE.
Quand les couleurs bleu, violet, noir représentent les régions, coïncident avec les régions où la glace a été perdue. On voit très bien que ça a commencé ici en 2002-2003 dans le sud-est du Groenland, et puis le phénomène s'est propagé le long de la côte ouest, et en particulier vers la partie nord-ouest du Groenland. Alors on observe exactement la même chose sur l'Antarctique de l'Ouest, une perte de masse de glace, on l'observe par les 3 techniques. Et là, pour juste montrer, si on combine les observations de Grace sur l'Antarctique et sur le Groenland, on obtient la contribution au niveau de la mer due à cette perte de masse de glace pour les 2 calottes. Donc c'est la courbe rouge ici, le grisé ça représente les incertitudes, et on voit que ça n'a fait qu'augmenter au cours de la dernière décennie, c'est-à-dire la contribution est positive, et ce qui traduit le fait que les 2 calottes ont perdu de la masse. Alors en moyenne, sur cette période, ça fait un petit peu moins d'1 millimètre par an, donc à peu près un petit peu moins d'un tiers la contribution des calottes polaires au niveau de la mer. Or là, c'est une figure qui combine toutes les techniques avec les incertitudes, puisqu'on a vu qu'on avait 3 techniques. Donc en rose, c'est exprimé ici en variation de masse au cours du temps. En rose, c'est l'Antarctique, en turquoise, c'est le Groenland, et la courbe noire, c'est la somme des 2. Donc ici, c'est en perte de masse des calottes polaires, et ici, c'est exprimé au niveau de la mer, sachant que le positif est vers le bas ici. Alors, voilà, donc les glaciers de montagne, on a vu, c'est à peu près un tiers. L'Antarctique et le Groenland, un petit peu moins d'un tiers. Bon, on arrive à 55%. Et on va voir que le reste est expliqué pratiquement par le réchauffement de l'océan. Mais avant de regarder le réchauffement de l'océan, la question que vous vous posez, c'est par quel mécanisme les calottes polaires perdent-elles de la glace? Alors j'ai déjà un petit peu donné les réponses. On a découvert, quand on a commencé à observer que les calottes polaires perdaient de la glace au début des années 2000, eh bien, on a aussi découvert, les glaciologues ont découvert que cette perte de masse de glace se fait par écoulement rapide des glaciers à la mer. En particulier, c'est vrai pour l'Antarctique. Et pour le Groenland, ça contribue pour 50%. Alors ici, ça a été un peu trop vite. C'est une animation qui vous montrait le recul d'un des plus grands glaciers du Groenland, situé sur la côte ouest du Groenland, le glacier qui s'appelle Jacobsen Isbrae. Ah ben ça recommence, heureusement, voilà. Donc, regardez, là on a la côte ouest du Groenland. On va arriver vers le glacier qui est situé par ici. Et on va voir, d'une part, son écoulement extrêmement rapide. Au cours des dernières années, il y a eu des périodes où la vitesse d'écoulement à la mer a atteint les 15 km par an, ce qui est absolument considérable. Et en même temps, le front du glacier a reculé, et c'est ce qu'on voit ici. Donc, ici, on a 2001, 2002, 2003, je ne sais pas si ça va plus loin, 2004, et ça s'arrête. Voilà. Alors, en fait, pardon. Voilà. Ce que les glaciologues ont observé, ont découvert, c'est que ce phénomène d'écoulement rapide à la mer est en Antarctique, pour la calotte polaire antarctique, responsable de l'essentiel de la perte de masse de l'Antarctique de l'Ouest, puisque le phénomène concerne principalement l'Antarctique de l'Ouest. Et pour le Groenland, c'est à peu près 50%, 50%. Il y a à peu près 50% de la glace qui est perdue par ce phénomène d'écoulement des glaciers à la mer, et 50% par la variation de masse en surface, c'est-à-dire le bilan accumulation moins ablation. On va dire fonte en surface pour simplifier. Alors, pourquoi on a ce phénomène d'écoulement rapide à la mer? Ce que les climatologues ont observé relativement récemment, ces toutes dernières années, c'est que c'est probablement lié au réchauffement des eaux océaniques périphériques à la calotte, aux calottes. Le réchauffement des eaux vient grignoter, si vous voulez, par-dessous l'avant du glacier, ou en Antarctique, c'est ce qu'on appelle les plateformes de glace.
Donc ça fond par-dessous, les plateformes de glace avant du glacier s'amincissent et à un moment se brise, se désolidarise du reste de la calotte, et le glacier qui est derrière eh bien, devient instable, comme on l'a vu sur l'animation. Alors juste pour confirmer que c'est bien le réchauffement de l'océan qui est responsable de ce phénomène, ça c'est une publication très récente c'est un article qui a été publié le mois dernier. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement le mois dernier, mais en tout cas, il y a tout à fait récemment, qui montre le réchauffement des eaux océaniques le long du Groenland, le long des côtes du Groenland. Donc ça, c'est exprimé en anomalie, en degrés Celsius, donc en anomalie par rapport à la moyenne 92-2009. Alors quand c'est rouge, ça veut dire que c'est plus chaud, et quand c'est bleu, ça veut dire que c'est plus froid. Alors ce qu'on voit, c'est qu'en 2001, ça a commencé à se réchauffer ici, dans le sud-est d'abord, et puis ouest après. Vous pouvez noter d'ailleurs que là, même en 2001, c'était déjà très chaud dans la région du glacier Jacobson-Isisbrae, qu'on a vu sur l'animation. Et puis en 2009, c'est la carte qui est ici, on voit que toute la partie nord, ouest et est de l'eau, enfin de l'océan périphérique au Groenland s'est réchauffée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que en fait, ce réchauffement des eaux, eh bien, là où l'océan périphérique s'est réchauffé, eh bien, ça coïncide avec la direction des courants le long des côtes du Groenland. On voit ici qu'on a un courant qui descend le long de la côte est du Groenland et puis qui remonte. Et donc, c'est une propagation de la chaleur au cours du temps par la circulation océanique. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est juste quelque chose de temporaire ou si c'est un réchauffement à long terme. Pour l'instant, c'est bizarre ça. Pour l'instant, on ne peut pas dire. On sait juste expliquer ce qui s'est passé au cours des dernières années. Alors, où est-ce que j'en étais ? Voilà, donc on a vu que les glaces, la fonte des glaces, largement causée par le réchauffement climatique, eh bien, ça explique à peu près 60% de la hausse du niveau des mers. On va voir que le reste est largement dû au réchauffement de l'océan. Alors ça, on a déjà vu la dernière fois les techniques de mesure de température de la mer par les bateaux pour les dernières décennies, par le système Argo depuis 10 ans. Donc je n'insiste pas. Et grâce à ces mesures de température de la mer jusqu'à 700 mètres de profondeur pour les dernières décennies, pour la période historique, et jusqu'à 2000 mètres avec le système Argo, donc depuis 10 ans, on peut calculer cette figure que j'ai déjà montrée, qui est l'augmentation du contenu thermique de l'océan, et on peut calculer aussi la contribution du réchauffement de l'océan, ce qu'on appelle l'expansion thermique de l'océan, donc la contribution à la hausse du niveau des mers. Alors, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais la variation de température de l'eau dans la colonne d'eau va modifier la densité, et en intégrant verticalement ces variations de densité, eh bien, on peut avoir accès, on peut estimer la contribution de l'expansion thermique à la hausse du niveau des mers. Là, on a deux courbes, c'est deux bases de données qui représentent en équivalent au niveau de la mer cette contribution de l'expansion thermique en fonction du temps, donc 1960, 2020, ce n'est pas encore aujourd'hui, mais ça s'arrête en 2012. Et on voit que, en fait, ça suit exactement la courbe du contenu thermique. On voit que ça a beaucoup augmenté à partir des années 70, avec une petite pause au cours des quelques dernières années. Voilà. Et si on s'intéresse essentiellement aux derniers 20 ans, où on a des mesures précises de la hausse du niveau des mers par les satellites altimétriques, eh bien, on peut maintenant tracer ce genre de figure qui montre la hausse du niveau des mers mesurée par altimétrie. Donc sa pente, on l'a vu, ça correspond à cette hausse de 3,2 mm par an. Et là, c'est chacune des contributions, l'Antarctique, le Groenland, les glaciers en vert. La courbe noire, c'est la somme des glaces, glacier plus calotte polaire. La courbe rouge, c'est l'expansion thermique. Et si on fait la somme de toutes ces contributions climatiques, on a cette courbe en pointillé bleu.
Et ce qu'il faut voir, ce n'est pas le décalage entre les deux courbes, ça a été fait artificiellement pour clarifier, pour rendre claire la figure. Ce qu'il faut voir, c'est la pente, et les pentes sont pas tout à fait parallèles, mais presque. Alors pourquoi elles ne sont pas tout à fait parallèles? Parce qu'il y a peut-être une autre contribution qui explique totalement la hausse du niveau des mers, c'est les eaux continentales. En effet, à cause de la conservation de la masse d'eau dans le système climatique, et en faisant l'hypothèse que l'eau dans l'atmosphère, qui reste de façon temporaire dans l'atmosphère, ne va pas contribuer, eh bien, alors c'est peut-être des choses qu'on pourra remettre en question dans le futur, mais pour l'instant, il est raisonnable d'imaginer que la variation de masse de l'océan plus la variation de l'eau sur les continents dans les bassins fluviaux, eh bien, est nulle. C'est-à-dire que la variation de masse de l'océan, corrigée de l'effet des glaces dont j'ai parlé auparavant, eh bien, la variation de masse résiduelle peut être expliquée par la variation des stocks d'eau dans les bassins fluviaux. Alors, pourquoi... Ah, il y a une petite faute d'orthographe, là, il y a un E qui est parti, je suis désolée. Il y a un E qui est parti, c'est les eaux avec un E. Pourquoi les stocks d'eau sur les continents varient-ils? Eh bien, il y a plein de causes. Il y a d'abord la variabilité climatique, peut-être le changement climatique. On commence à en avoir des évidences qui modifient le cycle de l'eau, qui intensifient le cycle de l'eau. Et puis, il y a les activités humaines, le pompage dans les nappes, la construction de barrages, la déforestation, l'urbanisation. Tout ça, ça va modifier l'hydrologie continentale et donc avoir un impact sur les stocks d'eau sur les continents. On peut mesurer aujourd'hui ces variations de stock d'eau avec GRES précisément. J'en parlerai plus en détail dans un prochain cours lorsque je parlerai de l'observation spatiale appliquée aux eaux continentales, mais là, comme j'en ai besoin, je l'évoque un peu brièvement. GRES, on a dit, permet de mesurer toute la redistribution de masse à la surface de la Terre, mais ça permet de mesurer aussi, donc en particulier, les variations d'eau dans les bassins fluviaux, sans pour autant faire la distinction entre les réservoirs, c'est-à-dire que GRES ne sait pas dire si c'est une variation du stock d'eau dans les réservoirs de surface, ou bien dans l'humidité des sols, ou bien dans les nappes souterraines, dans les aquifères. GRES mesure la variation intégrée verticalement, mais pour le niveau de la mer, ça nous suffit et c'est très bien. Alors là, on a une animation qui montre les variations du stock d'eau sur les continents mesurées par GRES entre 2003 et 2010. Là, le cycle annuel, le cycle saisonnier a été retiré. Bon, ça va très vite, c'est juste pour illustrer que ça varie beaucoup. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a moins d'eau. C'est par rapport à une moyenne sur 10 ans, hein, j'ai oublié de dire. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a plus d'eau. Donc, ce qu'on voit là, c'est la variabilité interannuelle. Si on regarde pour un bassin particulier, comme l'Amazone, le plus grand bassin du monde, c'est lui qui contient le plus d'eau, le plus grand volume d'eau. Si on moyenne sur l'ensemble du bassin amazonien, la variation de masse d'eau observée par les satellites GRES, eh bien, d'abord, on voit un très fort signal saisonnier, mais j'en parle pas. Et si on retire ce signal saisonnier, eh bien, on a la courbe rouge, où on voit des fluctuations à l'échelle de temps interannuelle, et sur la période considérée, une petite tendance à l'augmentation. Ce qui ne veut pas dire que c'est une augmentation nécessairement à long terme, c'est peut-être juste des oscillations décennales. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Alors, si on regarde en termes de tendance sur la période des observations de GRES, pour tous les grands bassins fluviaux du monde, eh bien, on obtient ce genre de graphique qui montre la tendance en volume d'eau, donc exprimée en kilomètres cubes d'eau par an, pour donc les grands bassins du monde qui sont listés ici. On voit, comme ça a été illustré sur la figure d'avant, que pour l'Amazone, eh bien, il y a une augmentation sur la période considérée, ici 2002-2009. On voit aussi que c'est le cas pour les bassins Lena et Yenisei en Sibérie.
bon, de moins en moins vrai pour un certain nombre d'autres bassins. Et puis on voit que pour d'autres bassins, c'était l'inverse. Au lieu d'avoir un gain d'eau, on a eu une perte d'eau, en particulier dans le Gange, dans le Mississippi. Bon, on en reparlera à un autre cours, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le bilan global pour le niveau de la mer. Alors finalement, il y a à peu près autant d'eau gagnée dans certains bassins que d'eau perdue dans d'autres, et le bilan sur le niveau de la mer, il est très faible. Exprimé sur cette période-là, 2002-2009, en équivalent niveau de la mer, ça fait que 0,2 mm par an, c'est-à-dire moins d'un dixième de la hausse observée. Une mise à jour, la récente, alors là, non, c'est pas avec Grace, c'est sur l'ensemble de la période 93-2010, l'ensemble de la période altimétrique. Alors cette fois-ci, on n'a pas Grace, puisque Grace a été lancé qu'en 2002. Donc on utilise à ce moment-là des modèles hydrologiques qui sont développés par les climatologues. Là aussi, je ne m'étends pas, on y reviendra prochainement. Eh bien, qui sont validés par un certain nombre d'observations in situ, et y compris Grace, eh bien, on voit que sur une période plus longue, eh bien, en fait, c'est à peu près pareil, c'est une petite contribution, là, c'est 0,15 mm par an, en contribution au niveau de la mer. Alors, c'est petit, mais ce n'est pas complètement négligeable. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre en compte. Alors là, pour la période altimétrique, ce que donnent les modèles hydrologiques, c'est principalement la contribution de la variabilité climatique au cycle de l'eau, à l'hydrologie continentale. Mais il y a des effets directs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des activités humaines sur l'hydrologie continentale. Par exemple, le pompage des eaux souterraines. Les deux principaux contributeurs sont le pompage des eaux souterraines. Quand on pompe de l'eau dans les aquifères, in fine, ça va retourner à la mer via le réseau hydrographique au bout d'un certain temps. Et inversement, quand on construit des barrages sur les fleuves, eh bien, il y a de l'eau qui est séquestrée derrière les barrages, dans les réservoirs, et qui ne retourne pas à la mer. Donc ces deux effets-là sont opposés en termes de contribution au niveau de la mer. Alors, c'est très difficile d'estimer ces contributions par manque d'observation globale, mais il y a quand même eu des articles récents qui ont essayé d'estimer ces contributions à la hausse du niveau des mers. Alors là, c'est le cas du pompage des eaux souterraines. On ne va pas regarder ça, ce sont des projections, on va juste regarder les observations sur la période, sur le XXe siècle. Ce qu'on voit, c'est que l'eau pompée dans les nappes n'a fait qu'augmenter au cours des dernières décennies, et les auteurs là, de cet article ont essayé d'exprimer la contribution au niveau de la mer. Et sur la période altimétrique, 93-2008, ils ont estimé que ça contribuait pour à peu près un demi-millimètre par an, en positif. Mais inversement, les barrages, eux, ont contribué à faire baisser le niveau de la mer, et sauf que c'est par hasard, eh bien, la contribution des barrages est du même ordre de grandeur, mais de signes opposés. Alors là, ce qu'on voit sur cette figure, c'est l'eau, le volume d'eau total qui est séquestré derrière les barrages en fonction du temps. Là, c'est pareil, c'est le XXe siècle. Ici, c'est par pays. Et là, c'est la somme cumulée pour tous les pays. Bon, on voit que ça a aussi augmenté de façon quasi exponentielle, bien que ça tende aujourd'hui vers une asymptote. On construit de moins en moins de barrages. Mais ce qui intéresse pour notre propos, le niveau de la mer, ce qu'on voit, c'est ces deux effets, le pompage de l'eau dans les nappes et les barrages, eh bien, ça se compense. Et donc, au moins pour le présent, ça ne contribue pas au niveau des mers. Alors voilà un bilan avec les chiffres les plus récents. Ici, on a, en termes de vitesse, donc c'est exprimé en millimètres par an, la hausse observée du niveau moyen global de la mer par les satellites altimétriques, les différentes contributions climatiques, la petite contribution des eaux continentales due à la variabilité climatique. Ce n'est peut-être pas des tendances à long terme, mais on doit les prendre en compte sur la période qu'on considère. Et quand on fait la somme de tout ça, on voit qu'on explique à peu près le niveau de la mer observé. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que, je pense comme en parlera peut-être mon collègue Hervé Letreut, pour prédire la hausse future du niveau de la mer, on a besoin de modèles climatiques, et les modèles ont besoin d'être validés. Donc ils peuvent être validés de plusieurs manières. On peut comparer
chacune des contributions climatiques qu'ils vont calculer et la somme, le niveau moyen global, avec des observations. Et donc c'est très important d'avoir ces observations d'abord pour comprendre le phénomène et puis pour valider les modèles. Waouh, il faut que je me dépêche. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que superposé à la tendance, dont on vient de parler jusqu'à maintenant, eh bien, il y a de la variabilité interannuelle. Et c'est illustré sur cette figure qui vous montre le niveau moyen global de la mer, mesuré par altimétrie, où on a juste retiré une droite, la tendance de 3,2 mm par an. Et on voit que, eh bien, il reste de la variabilité interannuelle. Et comme par hasard, cette variabilité interannuelle, elle coïncide largement avec la plus grande perturbation climatique, du système climatique, du système océan-atmosphère, qui est le phénomène ENSO, c'est-à-dire El Niño, la phase positive, et La Niña, la phase négative, dont j'ai parlé la dernière fois. Alors, le El Niño, ça conduit à une anomalie positive dans le niveau de la mer, et La Niña, ça conduit à une anomalie négative. Alors là, c'est juste une petite animation qu'on avait déjà vue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? Ces phénomènes ENSO, ils modifient considérablement le cycle de l'eau. Pendant El Niño, il pleut plus. Il y a plus de précipitations sur le Pacifique tropical et moins de précipitations sur les bassins hydrographiques tropicaux et en particulier sur l'Amazone. Pendant la Niña, c'est à peu près l'opposé, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce qu'on peut dire pour simplifier, c'est qu'il il pleut moins sur l'océan Pacifique tropical et il y a plus de pluie sur les bassins tropicaux, sur les bassins hydrographiques tropicaux, en particulier l'Amazone. On peut estimer cette contribution donc, à la variabilité interannuelle de la mer due donc, au phénomène ENSO en regardant ce qui se passe en termes d'eau continentale. Et on s'aperçoit que si on calcule le stock d'eau global sur les continents, c'est la courbe noire, mais ici exprimée en équivalent niveau de la mer, c'est-à-dire que le signe est inversé puisqu'il y a moins d'eau pendant le El Niño, qui est indiqué ici, pardon, excusez-moi, là, le grand El Niño de 97-98, il y a plus d'eau sur l'océan et moins d'eau sur les continents, donc on a inversé le signe. Eh bien, voilà, on voit que l'anomalie observée dans le niveau moyen global de la mer est totalement expliquée par l'ensemble du stock d'eau sur les continents. Mais, comme je l'ai dit, c'est les bassins tropicaux qui contribuent le plus, et en particulier l'Amazone. Juste pour illustrer ça, ici, on a... alors, il n'y a pas d'animation ici, c'est juste une moyenne du stock d'eau. Donc c'est basé sur un modèle hydrologique puisque c'est pour le El Niño de 1997-1998. Donc on n'a pas encore ces données de la mission GRACE qui a été lancée en 2002. Donc là c'est basé sur un modèle hydrologique et donc c'est le stock d'eau moyenné sur une année entre juillet 97 et juillet 98. Et ce qu'on voit, c'est que vous voyez là, c'est bleu dans les tropiques et en particulier sur l'Amazone. Il y a moins d'eau sur l'Amazone, plus d'eau dans la mer. Alors maintenant, on a vu que pendant la Niña, c'est l'inverse. On a une anomalie très négative du niveau moyen global de la mer. C'est la courbe qui est en noir ici. On a retiré la tendance, et comme je l'ai dit, la pente. Et on a une anomalie très négative. Et si on retire la contribution stérique, on voit que c'est essentiellement dû à une variation de masse de l'océan. Et donc, comme pour El Niño, qu'on peut relier au cycle de l'eau. Et si on calcule par des mesures, là, en utilisant notamment les mesures de GRACE, la variation de masse de l'océan, bon là on a rajouté les effets stériques, de température, mais qui sont tout petits, eh bien on voit que notamment au cours de la dernière La Niña de 2010-2011, eh bien on explique quasiment tout ce qu'on observe, cette baisse temporaire de la mer liée donc aux variations du cycle de l'eau. Et là c'est une carte identique à la précédente, mais pendant la Niña de 2010-2011, où on a moyenné le stock d'eau total mesuré par GRACE sur les continents.
Et on voit qu'on a un excès d'eau, en particulier ici dans cette région de l'Amérique du Sud, mais aussi en Afrique et aussi en Australie. Donc la Niña, ce n'est pas exactement le symétrique en termes de cycle de l'eau de El Niño, mais on voit que la contribution au niveau de la mer, c'est bien via le cycle de l'eau. La dernière fois, on a vu que la mer ne montait pas de manière uniforme. Alors, je remontre cette figure qui représente la variabilité, la distribution régionale des vitesses de variation, donc en supposant vitesse calculée simplement par une pente de hausse du niveau des mers en tout point de l'océan. Donc c'est la distribution régionale des vitesses de variation du niveau de la mer observée par l'altimétrie spatiale sur les 20 ans. On avait vu que si en moyenne globale la hausse est de 3 mm par an, dans certaines régions la hausse est beaucoup plus importante, elle peut monter jusqu'à 12 à 14 mm par an, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus vite que la moyenne globale. Alors aujourd'hui, on sait bien à quoi c'est dû, et c'est dû à l'expansion thermique non uniforme des océans. Ici, ce que je vous remonte, c'est toujours la distribution régionale du niveau de la mer observé, mesurée par altimétrie, mais simplement ici, on a retiré cette hausse moyenne globale pour mettre plus en relief la variabilité régionale qui vient se superposer à la hausse moyenne globale. Et à droite, on a la variabilité régionale de l'expansion thermique, qu'on peut calculer puisqu'on a des mesures de température de l'océan à différents niveaux, jusqu'à aujourd'hui 2000 mètres de profondeur. Et ce que vous pouvez voir, c'est la très grande corrélation qui existe entre la distribution, la variabilité régionale observée par altimétrie et la variabilité régionale de l'expansion thermique. Alors ça ne veut pas dire que dans cette région du Pacifique Ouest, l'océan s'est plus réchauffé, ça veut dire que sur cette période-là, il a stocké plus de chaleur. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Il a stocké plus de chaleur en raison de la conséquence de la circulation océanique particulière, notamment dans cette région. Alors, cette variabilité régionale, elle n'était pas connue avant l'altimétrie, mais on réalise aujourd'hui qu'elle est extrêmement importante. Parce que si on veut estimer le niveau de la mer, de combien la mer a monté localement pour le passé récent, et puis surtout, si on veut faire des projections pour le futur, eh bien, il ne faut pas seulement se préoccuper de la hausse moyenne globale, mais il faut aussi se préoccuper de cette variabilité régionale qui vient se superposer à cette hausse moyenne globale. Et là, je vais vous montrer comparer deux cartes qui représentent cette variabilité régionale. Là, c'est juste un zoom de la carte qu'on a vue juste avant. Donc la distribution, la variabilité régionale des tendances du niveau de la mer sur la période altimétrique, bon là c'est 93-2010, dans le Pacifique tropical ouest, c'est la région, on a vu, où ça a monté le plus depuis 20 ans, l'échelle ici en millimètres par an. Et là, c'est sur une période plus longue, 1950-2010, et on voit que les structures ne sont pas du tout les mêmes. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on a accès à cette variabilité régionale avant l'altimétrie, puisque avant l'altimétrie, on n'a pas de couverture globale de l'océan, on n'a que les données marégraphiques le long des côtes. Alors il y a des méthodes statistiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui permettent d'estimer cette variabilité régionale avant la période altimétrique, avant qu'on ait cette couverture globale de l'océan par les satellites. Alors, le principe, c'est juste de combiner de longues séries de marées graphiques de bonne qualité, mais mal distribuées, comme vous le voyez ici, essentiellement le long des côtes continentales et sur quelques îles, avec des modes de variabilité de l'océan. En fait, cette variabilité régionale, je ne l'ai pas encore dit, mais elle est dominée aujourd'hui par la variabilité interne, naturelle du système climatique, celle que j'avais évoquée au précédent cours, et qui est due au phénomène El Niño, à l'oscillation nord-atlantique dans l'Atlantique Nord, l'oscillation pacifique décennale, etc. Aujourd'hui, on sait qu'elle est essentiellement pilotée par ces grands modes de variabilité du système climatique.
Donc en faisant des hypothèses sur ces modes de variabilité, on peut reconstruire dans le passé le niveau de la mer en 2 dimensions. Et on a ce genre de carte qu'on observe ici, où on voit que les structures ne sont pas du tout les mêmes. Et qu'est-ce qu'on observe sur cette période longue, plus longue, là, de 60 ans? On peut difficilement remonter plus loin dans le passé, avant 1950. On voit que le niveau de la mer a monté beaucoup plus vite, notamment dans cette région-là, et que cette anomalie de vitesse très rapide du niveau de la mer sur les 60 ans est centrée dans les îles du Tuvalu, l'archipel des Tuvalu, dont la capitale est Funafuti. Et si on regarde l'évolution du niveau de la mer, alors là c'est en moyenne sur les 60 ans, donc c'est le niveau de la mer local, à Funafuti, l'archipel des Tuvalu, ici Nouméa, la Nouvelle-Calédonie, le Tahiti, on voit que ça a monté beaucoup plus vite à Funafuti. Et si on l'exprime un peu différemment, ici on a les vitesses d'élévation du niveau de la mer totale, c'est-à-dire la moyenne globale plus cette variabilité régionale. On voit que dans les Tuvalu, bien, le niveau de la mer a monté de plus de 5 mm par an, ce qui est énorme, et que sur les 60 ans, ça fait une élévation de 30 cm. Alors c'est beaucoup pour un atoll dont l'altitude maximum est de 1 à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et vous savez, dans les médias, on évoque souvent les populations de cet archipel. Les populations disent qu'elles voient monter la mer à vue d'œil. On pouvait se poser la question, mais quand on voit que en fait, ça a bien monté de 30 cm en 60 ans, c'est absolument énorme et ça risque de continuer dans le futur. Alors justement, est-ce que la mer va continuer à monter? La réponse est certainement oui. Je pense que Hervé en dira peut-être un petit peu plus, mais moi juste évoquer le fait que on s'attend à ce que la mer continue à monter parce que la température va continuer à monter et les conséquences du réchauffement vont aussi se poursuivre, c'est-à-dire l'océan devrait continuer à se réchauffer et les glaces continuer à fondre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement de combien aujourd'hui la mer va continuer à monter parce que la grande incertitude pour les climatologues, pour les gens qui font des projections à partir des modèles de climat, c'est quel sera le comportement futur des calottes polaires. On a vu que depuis une petite décennie, le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest sont sujets à des instabilités qu'on appelle dynamiques. Cet écoulement extrêmement rapide des glaciers côtiers vers la mer. Le phénomène a commencé vers le début des années 2000, on l'a découvert récemment, on commence à l'expliquer. Et ce qu'on ne sait pas du tout aujourd'hui, c'est si c'est quelque chose de temporaire ou si c'est le début d'un emballement à long terme. Ça, je crois que personne n'est vraiment capable de le dire. Donc c'est très difficile de se projeter dans le futur et de modéliser le comportement futur des calottes polaires. Alors sur cette courbe ici, on a représenté, donc ça c'est le XXe siècle, c'est le temps ici, le niveau de la mer tel qu'observé par les marégraphes, ici, c'est les petits points, le niveau de la mer observé par les satellites altimétriques, c'est la courbe noire ici, et ça, ce sont les projections pour le niveau de la mer pour le XXIe siècle, à partir des modèles du GIEC, on en a déjà parlé, donc je ne reviens pas, c'est le groupement intergouvernemental, enfin si je reviens quand même, groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc ça, ce sont les projections du dernier rapport du GIEC qui a été publié en 2007, qui prévoyait que pour un réchauffement moyen, il y a plusieurs scénarios, mais pour un réchauffement moyen, le niveau de la mer aurait dû être plus haut qu'il n'est aujourd'hui, entre, je ne vois pas trop l'échelle là-bas, mais 40 cm plus ou moins 20. Aujourd'hui, 5 ans après, 6 ans après, on pense que ça, c'est une sous-estimation parce que, justement, la dynamique des calottes polaires observée par les satellites au cours de la dernière décennie n'avait pas pu être pris en compte dans les modèles de climat et donc les projections ne tenaient pas compte de ces instabilités dynamiques. La contribution des calottes polaires dans ces projections, c'est essentiellement ce qui se passe en surface, mais pas ce qui se passe à la périphérie.
Alors aujourd'hui, bon, bah, le prochain rapport du GIEC va être publié à la fin de cette année, à l'automne. Sans dévoiler ce qu'il y aura dans le rapport, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir une révision à la hausse de la hausse future du niveau de la mer, dans une fourchette bon, qui n'est pas encore bien définie, mais disons, on va dire, sans trop se tromper, autour de, par rapport à aujourd'hui, 50 cm, plus ou moins 20, 30 cm. Donc 50 ou 60 cm. Donc vraiment une révision à la hausse en termes de moyenne globale. Bon, là, je passe, ça c'est les contributions de chacune des composantes climatiques, la somme. Bon, c'est une synthèse, c'est pas ce qu'il y aura dans le rapport du GIEC, parce que de toute façon, on n'a pas le droit d'en parler, mais c'est une synthèse des publications récentes et c'est à peu près. C'est un ordre de grandeur qui est assez raisonnable. Ça, c'est la moyenne globale. Comme aujourd'hui, dans le futur, le niveau de la mer ne montera pas à la même vitesse partout. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut prévoir la hausse totale de la mer à tout endroit, le long des côtes et sur les îles, c'est-à-dire la somme de la hausse moyenne globale plus la variabilité régionale, plus éventuellement des mouvements de la côte terrestre. Parce que ce qui compte finalement localement, ce que les gens veulent savoir, ce que tout le monde veut savoir sur un littoral, c'est de combien la mer va monter à cause de tous ces phénomènes. Alors, il y a les composantes climatiques, c'est-à-dire la hausse moyenne globale, plus la variabilité régionale, et puis d'éventuels mouvements de la croûte. Et si ces mouvements de la croûte, c'est des subsidences, ce sont des subsidences, eh bien, ça va faire une hausse de la mer relative à la croûte. Mais c'est bien ça que les populations observent. Alors aujourd'hui, les mouvements de la croûte, on ne sait pas vraiment les prédire, donc je ne vais pas en parler. Par contre, pour les composantes climatiques, oui, on commence à le faire. Alors là, c'est une carte qui représente le niveau de la mer en 2100, prédit par des modèles de climat, un modèle de climat. Donc c'est la variabilité régionale de la hausse de la mer en 2100 due à l'expansion thermique non uniforme et aussi à la salinité de l'océan. Alors ça c'est pour un réchauffement, il y a différents scénarios de réchauffement, mais là c'est pour un scénario de réchauffement moyen. Donc c'est l'élévation par rapport à aujourd'hui, exprimée en mètres. Alors ce qu'il faut regarder, c'est juste les couleurs. On voit quand c'est rouge, ça veut dire que c'est plus grand que la moyenne. Et ce qu'on voit, c'est que c'est surtout l'océan Arctique qui est impliqué, enfin qui est concerné par une élévation plus grande que la moyenne. Alors pourquoi là? Ce n'est pas tellement à cause de la température, mais surtout à cause de la salinité, diminution de la salinité due aux apports d'eau douce liés à la fonte de la banquise et à la fonte du Groenland, et aussi à un excès de... Enfin, on s'attend à avoir un ruissellement accru, notamment des fleuves sibériens. Donc, apport d'eau douce, diminution de la salinité, hausse du niveau des mers. Alors ça, c'est déjà connu depuis assez longtemps. Enfin, les climatologues modélisent l'effet de la température et de la salinité, la variabilité régionale, de l'effet de la température et de la salinité depuis déjà de nombreuses années. Mais ce qui est nouveau, c'est de prendre en compte d'autres phénomènes qui, aujourd'hui, ne sont pas très importants, mais qui vont devenir importants dans le futur, dans les futures décennies. C'est la déformation des bassins océaniques. Alors, en effet, la redistribution des masses d'eau liées à la fonte des glaces, que ce soit les glaciers ou les calottes polaires, va déformer les bassins océaniques parce que la Terre, on l'a vu déjà, on en a discuté, la Terre est rigide. La Terre n'est pas rigide, justement, enfin, elle est pas rigide, elle se comporte de façon élastique et sur des échelles de temps très longues, le manteau se comporte de façon visqueuse, comme on en a déjà parlé. Et ça, ça va devenir important parce que ces redistributions de masse vont déformer les bassins océaniques et si les bassins océaniques changent de forme, eh bien, ça va faire soit monter, soit descendre le niveau des mers. Ça dépend de la déformation. Alors là, juste pour donner un exemple, j'ai plus que 3 minutes, alors il faut que je me dépêche.
c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours suite à la déglaciation qui a commencé il y a 20 000 ans avec la disparition des grandes calottes de glace du dernier maximum glaciaire. Donc voilà un petit schéma qui montre, sur les pôles, on avait 3 à 4 km de glace, un océan, un niveau de la mer plus bas qu'il n'est aujourd'hui de 130 mètres. Ça, c'était au dernier maximum glaciaire. Et quand les glaces ont fondu, à cause du comportement non rigide de la Terre, du manteau visqueux et de la croûte élastique, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les régions nordiques, on en a parlé quand on a parlé des déformations, eh bien, la croûte se soulève. L'eau, bon, le niveau de la mer est remonté, puisqu'il y a toute la glace fondue qui allait alimenter le niveau de la mer. Mais la charge liée à la glace fondue dans l'océan a fait déformer le plancher océanique et a complètement déformé les bassins océaniques. Et ce phénomène-là, qui est le phénomène de rebond post-glaciaire, en fait, eh bien, il se poursuit toujours aujourd'hui et il a une petite contribution au niveau de la mer. J'en ai pas parlé, mais on en tient compte dans tous les calculs lorsqu'on fait des études de bilan. Donc, ce phénomène de rebond post-glaciaire, qui est un phénomène à très long terme, une réponse de plusieurs dizaines de milliers d'années, aujourd'hui, il modifie le niveau de la mer, de pas beaucoup, 0,3 mm par an. Il va continuer dans le futur, mais surtout, et c'est à ça que je faisais allusion, la fonte future des glaces du Groenland et de l'Antarctique, eh bien, va avoir un effet identique, sauf que là, la réponse de la Terre, ça ne sera pas une réponse visqueuse, mais essentiellement une réponse élastique, mais ça va déformer les bassins océaniques. Et les climatologues, aujourd'hui, commencent à tenir compte de ces effets qui vont donner lieu à de la variabilité régionale. Alors, c'est illustré sur cette figure. Donc, en haut, on a la variabilité régionale du niveau de la mer en 2100 due à la fonte des calottes polaires. Ici, à la fonte des glaciers de montagne. Là, c'est la même que celle que j'ai montrée tout à l'heure, c'est l'effet de la température et de la salinité. Et là, c'est l'effet du rebond post-glaciaire. Et tous ces phénomènes-là s'ajoutent, et si on les cumule, donc, eh bien, on a une carte de ce type-là qui montre la variabilité régionale du niveau de la mer. Donc là, c'est exprimé en élévation en 2100 par rapport à aujourd'hui, en mètres. Ça, c'est un scénario, ça correspond à un scénario où la hausse moyenne globale en 2100 sera de 50 cm, et on voit que localement, eh bien, on peut avoir un facteur jusqu'à 2 à cause de cette variabilité régionale. Donc, c'est quelque chose de très important, et je termine là. Souvent, dans le passé récent, on a toujours parlé de cette hausse du niveau des mers en termes de moyenne globale, mais aujourd'hui, il est très important de dire que la moyenne globale, c'est qu'une des composantes. La variabilité régionale peut être aussi importante, et il faut absolument la comprendre et la modéliser pour prédire cette hausse future et étudier les impacts sur les régions côtières, et en particulier les plus vulnérables de la planète, comme celles qui sont indiquées sur cette figure. Alors je termine ici, mais juste il est 15h30 pile. Donc je vais m'arrêter là, et maintenant on va écouter Hervé Letreut qui va nous parler de la modélisation du climat. Et je vous remercie de votre attention.